Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 4 janvier 2022 et voici les titres. L'espoir est désormais très mince. Les vaches de l'agriculteur de Saint-Laurent en Haute-Savoie sont arrivées à l'abattoir de Bonneville. Une centaine d'opposants a tenté de ralentir le convoi. Ils ont déposé un référé liberté pour tenter de stopper la procédure entamée suite à la découverte d'un cas de brucellose. Et puis les vacanciers étaient-ils au rendez-vous pendant les vacances? Le bilan n'est pas à la hauteur des espérances dans une majorité des stations. Arèche-Beaufort se distingue cependant de ce bilan et se félicite de sa fréquentation. Mais avant de développer ces titres, le corps de l'ouvrier disparu hier dans l'accident de l'usine Ugitech a été retrouvé sans vie ce mardi. Une trentaine de pompiers avaient repris les opérations de recherche ce matin dès 7 h. Ils ont retrouvé l'homme de 38 ans sous les décombres d'un pont qui servait à transporter des cuves d'acier. Le pont s'est effondré ce 3 janvier pour une raison encore inconnue. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Albertville. Une cellule psychologique a été mise en place au sein d'Ugitech. La famille de la victime a aussi été accueillie. Je vous le disais en titre, le glas a donc sonné pour le troupeau des 224 vaches de Saint-Laurent. Ces dernières doivent être abattues suite à la découverte parmi elles d'un cas de brucellose. Malgré le soutien de nombreux sympathisants plaidant pour un abattage partiel, les bovins sont ce soir bel et bien arrivés à l'abattoir de Bonneville. Le convoi sous bonne garde a duré toute la journée. Une centaine de manifestants a fait tout son possible pour le ralentir. Emmanuel Jaude était sur place, reportage. Organisés en cortège funéraire, les sympathisants des vaches de Saint-Laurent font grise mine ce mardi matin. Et pour cause, pour le cheptel de 224 vaches laitières, le jour tant redouté du convoi à l'abattoir est arrivé. Malgré les quelques 85 000 signatures de la pétition, la loi sera donc appliquée à la lettre, une sentence jugée disproportionnée pour de nombreux autres agriculteurs du territoire. Bien sûr qu'on est là pour défendre une cause, on est dégoûté de ce qui se passe, dégoûté qu'on abatte un troupeau pour une seule bête malade. Moi, je suis en particulier dégoûté, de par mes fonctions, de l'implication de la filière, ou plutôt, on va dire, de la non-implication de la filière dans ce dossier. On s'est focalisé sur les bouquetins du Bargy, et depuis le début, je pense qu'on a oublié l'éleveur. Voilà. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour essayer au moins de le défendre, ou essayer de défendre un troupeau, ou changer des lois, ou je ne sais pas ce qu'il fallait faire, ou si on pouvait faire quelque chose, mais au moins essayer. Et c'est le mutisme de la filière, notamment Roblechon, qui me blesse profondément aujourd'hui. Si ce mardi, la centaine de mobilisés n'ont permis que d'accorder un faible répit aux troupeaux, dont l'une des bêtes avait été infectée par la brucellose, maladie qui requiert l'éradication obligatoire de l'ensemble du cheptel, nombreux sont ceux qui s'accordent à dire qu'aucune compensation financière ne suffira à remplacer la perte des bêtes de cet éleveur. La gestion est complètement incohérente. En plus d'être absurde, elle est incohérente. Et je pense que ça, c'est quand même un truc que l'administration devrait pouvoir entendre et sur lesquels on doit pouvoir gagner. Ça a mis des années sur la tuberculose où on était aussi en abattage total. On a réussi à passer en abattage partiel. C'est lourd à gérer pour les paysans, mais c'est quand même pas pareil que quand tu arrives le matin et qu'il n'y a plus une bête dans le bâtiment, quoi. Au final, il aura fallu de nombreuses heures aux bétaillères pour atteindre l'exploitation agricole. Sur place, des membres du collectif tentent toujours de jouer la montre alors qu'un référé liberté a été déposé en urgence ce lundi soir au tribunal administratif de Grenoble. Vous le savez, les apiculteurs ont été durement touchés par les aléas climatiques en 2021. Pour les aider à faire face, la région Auvergne-Rhône-Alpes a débloqué une aide de 500 000 €. L'enveloppe sera attribuée à l'association de développement de l'apiculture dans la région. Cette dernière redistribuera ensuite les fonds aux professionnels éligibles. Selon les estimations, la production a baissé de 70 % en moyenne. Les charges pour nourrir les colonies d'abeilles ont quant à elles augmenté de 9,50 € par ruche, ce qui représente un surcoût de 3 800 € pour une exploitation moyenne. Un mot sur la situation sanitaire qui ne s'améliore toujours pas. Au 3 janvier, la Haute-Savoie enregistre un taux d'incidence de 2606 cas pour 100 000 habitants. Le département est le 5e le plus touché en France. La Savoie n'est pas épargnée avec un taux d'incidence de 2628 cas pour 100 000 habitants. Les hospitalisations et le nombre de cas graves augmentent plus lentement que lors des vagues précédentes, mais les préfectures rappellent toutefois l'importance de la vigilance et du maintien des gestes barrières et encouragent bien sûr toujours la vaccination.
Dans ce contexte, comment se sont passés les congés de fin d'année en station? D'après les premières données de l'Observatoire de l'Agence Savoie-Mont-Blanc, les vacances n'ont pas été dans l'ensemble à la hauteur des espérances. La fréquentation a perdu du terrain par rapport aux premières prévisions. La baisse pourrait flirter avec les 14% par rapport à l'hiver 2018-2019, saison de référence hors Covid. Mais la station d'Arèche-Beaufort en Savoie se distingue de ce constat et a pour sa part plutôt le sourire. La période des fêtes a été assez satisfaisante grâce à sa clientèle locale notamment. Manon Touati s'est rendue sur place ce mardi, reportage. L'ouverture des stations était très attendue et pour cause. Avec les nombreuses fermetures pour raisons sanitaires, l'envie de retrouver la neige a grandi. Si cette semaine c'est plus calme, les skieurs et la météo étaient bien au rendez-vous pour ce gros rush de la saison, les vacances d'hiver. Dans cette station savoyarde, 7000 lits étaient occupés pendant les fêtes. L'Office de tourisme se réjouit de cette reprise d'activité. On a ouvert, nous, le week-end précédent les vacances scolaires, les week-ends du 11-12 décembre, avec pas mal de monde et avec des conditions de neige exceptionnelles. On a fait une semaine de Noël un peu calme au terme de remplissage, mais ça c'est dû principalement à l'effet calendaire de Noël et de jour de l'an qui tombent les week-ends. On savait que ça serait un peu plus faible, par contre avec de très bonnes conditions de neige et météo. La deuxième semaine, la semaine du jour de l'an, a été très très bonne en termes de remplissage. On était sur les chiffres d'il y a 2 ans, donc qui était une année exceptionnelle, avec malheureusement des conditions météo mauvaises en début de semaine, mais qui se sont améliorées en fin de semaine et avec des clients qui sont partis contents et sous le soleil. Par chance, la station a l'habitude d'accueillir beaucoup de locaux. Le peu de touristes qui la fréquentent ont eux aussi été au rendez-vous. Nous, on a très peu de clientèle anglaise, alors c'est un désavantage, mais en ces années difficiles, c'est plutôt un avantage. Donc, on a les clientèles étrangères qu'on a principalement, ce sont des Belges et des Néerlandais, donc, qui, eux, ont pu être présents parce qu'ils peuvent se déplacer. Et est-ce que eux sont toujours au rendez-vous autant qu'avant ou un petit peu moins quand même ? Je pense qu'ils sont un tout petit peu moins présents, parce qu'ils ont aussi les mêmes difficultés aussi, et je pense que la situation sanitaire fait peur à certains. Mais ils sont là, ils sont encore là sur le début janvier, parce qu'ils ont encore des vacances scolaires jusqu'au 9 janvier. Du côté des remontées mécaniques, le constat est le même. Mais son directeur relève tout de même une baisse de fréquentation significative lors de la deuxième semaine des congés d'hiver. La semaine du jour de l'an, de la même façon, on avait une forte fréquentation de la station. Par contre, la météo s'est gâtée. On a eu de la pluie pendant 2 jours jusqu'au sommet du domaine skiable. Et donc de moins bonnes conditions pour skier et une moins bonne fréquentation sur les remontées mécaniques. Et ça se ressent au niveau du chiffre d'affaires qui, cette semaine-là, est en baisse de 25% par rapport à la dernière saison d'exploitation, je dirais 2019-2020. Tous les acteurs des stations attendent avec impatience les prochaines vacances, moment où l'activité bat son plein. Ils espèrent maintenir le cap malgré la situation sanitaire inquiétante. Et nous restons en montagne pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Je suis accompagnée de Claude Gardien. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes guide de haute montagne, grimpeur, skieur, réalisateur, photographe, écrivain, journaliste. Vous avez été rédacteur en chef de la revue Verticale, un fameux magazine sur la montagne. Un CV bien rempli. Est-ce qu'il y a une casquette parmi tous ces rôles qui vous plaît plus qu'une autre ? La casquette qui coiffe tout, c'est la montagne. J'ai eu envie de vivre en montagne dès l'adolescence, une passion pour les livres de montagne, les vacances en montagne avec mes parents. Et du coup, pour moi, montagne égale vacances. Et donc, j'ai fait de ma vie des vacances. C'est un beau projet. Pour emprunter une expression de mon collègue Emmanuel Jaude, est-ce que la plume est toujours plus forte que le piolet ? Est-ce qu'il y en a un qui l'emporte sur l'autre ? Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. La montagne, quand on y passe une journée, ça nous donne de l'inspiration, même de l'énergie. Ça, c'est un joli mot du doyen des guides de Chamonix, Fernand Parot. Notre énergie, elle est là-haut. Comment vous êtes tombé, vous, dans cette marmite de l'alpinisme, parce que vous êtes Dijonnais d'origine ? Alors, Dijon, c'est pas si loin des Alpes, c'est tout près du Jura. Comme je vous l'ai dit, mes parents passaient leurs vacances en montagne. À partir de ce moment-là, on n'a qu'une envie, quand on est même petit gamin, c'est de courater dans la montagne, et d'aller en haut, de regarder ce qu'il y a derrière. Et puis l'effort me plaisait.
Après, on essaye de se connecter avec des clubs, il y a les rencontres, etc. Et puis l'escalade dans le Dijonais, puisqu'il n'y a pas que de la moutarde et du vin en Bourgogne, il y a aussi pratiquement au-dessus de tous les villages des grands crus de Bourgogne, des falaises, qui étaient très fréquentées. On sait peut-être moins. Il y avait l'envie aussi de partager toutes ces expériences, puisque vous avez écrit plus d'une dizaine d'ouvrages. L'envie de partager, elle est venue aussi très vite? Oui, très vite. J'aimais écrire à l'école, et en tant que jeune membre du club alpin de Dijon, j'ai commencé à m'exprimer pour la première fois de façon publique dans le petit bulletin qui paraissait 4 fois par an. Aujourd'hui, vous publiez ce livre qui est là avec moi, une histoire de l'alpinisme. Pourquoi réécrire encore une fois l'histoire de l'alpinisme? Qu'est-ce qui nous apporte de plus cet ouvrage? Il n'apporte strictement rien de plus, il apporte autre chose. Alors, c'est une idée de l'éditeur qui a déjà sorti une histoire du secours en montagne et une histoire du ski, par Blaise Agresti l'un et par Gilles Chapaz l'autre. Et ils ont eu l'idée de me proposer cette histoire de l'alpinisme. Alors, comme j'ai beaucoup écrit sur l'histoire de l'alpinisme, j'étais pas très chaud. Et en fait, le projet, c'était une histoire, pas l'histoire, c'est-à-dire un regard particulier, faire émerger des histoires moins connues, faire émerger des personnages attachants, des gens qui ont vécu des aventures extraordinaires, mais qui sont moins connus. Et puis également porter un regard nouveau sur les grandes étapes de l'alpinisme. En reliant tout ça, en secouant, ça fait un petit cocktail, une façon de raconter l'alpinisme peut-être plus intime, plus surprenante. Il a fallu faire des choix, j'imagine, pour raconter des siècles d'alpinisme, parce que vous remontez très loin, jusqu'à l'Antiquité. Oui. Comment vous avez fait ces choix, justement? Peut-être pour certains d'entre eux, c'était combler une frustration. C'est d'avoir lu des histoires qui paraissaient intéressantes, qui m'ont passionné, et dont je n'ai jamais pu parler, soit dans les différents magazines pour lesquels j'ai travaillé, soit dans les livres que j'ai pu écrire, parce qu'il y a toujours un fil conducteur qui est un peu classique, et il manquait un petit peu, il y avait des maillons manquants. J'ai eu envie de parler de ces maillons manquants. Vous le dites dans la description de ce livre, c'est fait de petites anecdotes, et vous venez de dire aussi de mise en lumière de choses ou de personnes qui sont peut-être moins connues. Est-ce que vous avez quelques petites anecdotes comme ça, ou quelques petites choses croustillantes à nous donner pour nous donner envie aussi de nous plonger là-dedans? Oui, par exemple, je raconte l'histoire d'un médecin autrichien qui s'appelait Karl Blodig, qui était ophtalmologiste. Et c'était un grand alpiniste. Il a fait pas mal de premières dans le massif du Mont-Blanc en particulier. Et il s'était mis à collectionner les 4000. C'est lui qui a inventé finalement les collections de sommets. Et il considérait avoir fait tous les 4000 quand une nouvelle liste est sortie. Il s'est rendu compte qu'il lui en manquait deux. Deux qui sont à côté de l'aiguille verte dans le massif du Mont-Blanc, la Grande Rocheuse, et l'aiguille du Jardin. Alors il était désespéré, il avait 72 ans. Il est parti tout seul. Il est parti par la face nord, un grand couloir qui fait 800 mètres de haut et qui est encore considéré comme difficile aujourd'hui. Il a fait ses 2 sommets, il a couché là-haut, et puis de l'autre côté, il y avait le versant Talefre, versant sud, qui est beaucoup plus facile. Et ce monsieur a eu une réflexion extraordinaire, c'est de se dire, ce glacier, je ne le connais pas, j'ai l'impression qu'il est très crevassé, au moins celui d'Argentière, je vais suivre mes traces. Il a redescendu cet itinéraire difficile et il est rentré chez lui et il avait ses 84 000. Est-ce que ce sont des histoires que vous avez découvertes, vous avez appris des choses ou en écrivant ce livre, ou vous saviez déjà quand même pas mal de choses? Alors je connaissais pas mal de choses, mais en vérifiant, en relisant,
en approfondissant, par exemple, les amis avec lesquels ce Karl Blodig avait grimpé, on enrichit ses connaissances. Et la compréhension des choses ainsi qu'elles se sont faites par connexion. L'histoire, elle va jusqu'à aujourd'hui et elle s'écrit encore, vous l'écrivez aussi encore parce que vous avez fait partie du comité international qui a travaillé à l'inscription de l'alpinisme au patrimoine immatériel de l'UNESCO, une distinction qui a donc été obtenue en décembre 2019, vous en parlez dans le livre. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? On s'est fait plaisir. On a travaillé plusieurs années pour obtenir une consécration internationale pour l'alpinisme, qui est une activité qui est peu connue, en particulier en France, et souvent mal connue, mal interprétée. Et ça nous a donné l'occasion de travailler avec des universitaires qui nous ont aidés à mettre les mots sur les choses et à présenter au comité du patrimoine culturel immatériel de l'humanité une définition assez complète et documentée de l'alpinisme. Alors ça déjà, ça nous a beaucoup intéressés, ça nous a beaucoup appris. Et ça nous a donné l'occasion de parler de l'alpinisme d'une autre façon, puisqu'on en parle souvent à travers les accidents. On a eu à cette occasion la possibilité de parler des belles choses de l'alpinisme. Et puis surtout, ce qui est très intéressant dans ce classement, c'est que ça n'est pas une mise au musée. Il faut certes présenter les racines, l'histoire, les traditions, mais il faut que l'activité soit encore vivante et qu'elle continue d'évoluer. C'est très important. Et donc, à la fin du dossier d'inscription, on a ce que l'UNESCO appelle les mesures de sauvegarde. Ça consiste à énoncer les dangers qui risquent de freiner la pratique, voire de la faire disparaître. Et ces mesures de sauvegarde, ces menaces appellent des mesures pour les contrer. Elles sont placées sous la responsabilité directe des États qui ont proposé la candidature de l'alpinisme à l'UNESCO. Donc la France, l'Italie et la Suisse. Et le texte a été signé par 178 pays, ce qui nous donne une arme pour défendre notre activité. Est-ce que parmi les dangers, il y a cette problématique dont on parle très très souvent, du réchauffement climatique ? Bien sûr. De l'évolution, quel regard vous portez un petit peu justement sur l'évolution de nos montagnes et de la pratique ? Un regard affolé et nostalgique. On a vu les Alpes se transformer. Notre pratique est fortement impactée par les éboulements, les endroits qui deviennent dangereux, la disparition des glaciers, etc. Et bon, ça n'est qu'un épiphénomène dans tout ce qui se passe dans le monde entier, mais nous, on est touchés en plein fouet, en plein cœur. Et de façon adjacente, tous les pays de montagne. Ces derniers jours, en Haute-Savoie, on a eu des éboulements, des choses qui n'arrivaient pas au mois de janvier il y a quelques années, ou très rarement. Est-ce que vous voyez quand même les alpinistes, les pratiquants se réinventer et s'adapter aussi à ces changements ? Oui. Alors, c'est pas nouveau parce que les montagnes ont toujours changé. Il y a toujours eu des crues glaciaires, de 1850 au milieu du XXe siècle. Il y a eu un petit âge glaciaire, puis ça a commencé à fondre. Et il a fallu changer les itinéraires. On s'est retrouvé dans les années 80-90 avec déjà quelques mètres de granit à gravir en plus au-dessus de certains glaciers, les années sèches. On s'est toujours adapté. Après, on est quand même très très inquiet aujourd'hui de la disparition de ce qu'on a appelé les neiges éternelles. C'est quelque chose qui nous faisait rêver. Que deviendra le paysage de la campagne haut-savoyarde quand le Mont Blanc sera un tas de cailloux, quoi.
ce ne sera pas pareil. Hein. Effectivement, c'est une bonne question qui reste pour le moment en suspens. Merci beaucoup, Claude Gardien, d'être venu nous voir. Je rappelle votre livre, Une histoire de l'alpinisme, publié donc chez Glénat. Merci et bonne année en montagne. Mais merci beaucoup. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal. Merci de nous être fidèles. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le 2e épisode de votre panorama. Nous nous retrouvons sur le tarmac de l'aéroport de Chambéry pour rencontrer les passionnés de l'aéroclub de Savoie. Je vous retrouve demain pour un nouveau JT. Prenez soin de vous et passez une belle soirée en notre compagnie.